Alors bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être présents comme chaque semaine. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la toxicité de certains excipients. Alors on les retrouve dans l'alimentation, mais également dans les compléments alimentaires, ce qu'on ne sait pas toujours d'ailleurs. Certains pourraient être toxiques. Alors ils sont composés de plusieurs dizaines de catégories dont nous ne parlerons pas toutes ce soir. Mais néanmoins, bonsoir Amine, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un additif ou un excipient, puisque c'est la même chose? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc en effet, c'est un sujet extrêmement important dont on parle très très peu. C'est quasiment pratiquement un sujet tabou. Et donc c'est pour ça qu'on nous allons essayer de traiter au cours de cette intervention. Et je pense même qu'on va réserver d'autres interventions pour ce sujet puisque c'est un sujet assez vaste. Donc pour répondre à ta question Cédric, un additif alimentaire ou enfin un excipient en général, c'est une molécule qu'on va rajouter, une substance qu'on va rajouter, puisqu'ici on parle de complément alimentaire, donc on va rajouter au complément alimentaire qui soit sous forme de poudre ou sous forme présenté sous forme de gélule ou comprimé ou autre, donc en fonction des besoins, en fonction de ce qu'on veut. On a plusieurs catégories, comme d'ailleurs tu l'as bien fait remarquer. On a plusieurs dizaines de catégories et on a aussi plusieurs dizaines d'utilisations et de rôles. Donc, le plus important à comprendre ici, c'est que dans la présentation des compléments alimentaires et surtout dans le marketing des compléments alimentaires, on présente beaucoup plus le principe actif, c'est-à-dire qu'on met en avant le principe actif. On met en avant ce qu'il y a dans le complément alimentaire en disant, OK, ça c'est un complément alimentaire de vitamine D, ceci c'est de la vitamine B12, ici il y a une bonne combinaison synergique par exemple entre la vitamine C et le zinc, etc. Mais on ne parle pas du tout de ce qu'il y a en plus de ces principes actifs. Et donc, ces substances ou ces molécules sont des agents techniques en réalité. C'est-à-dire, on les rajoute par nécessité technique, mais bon, quand je dis par nécessité, c'est un choix. C'est un choix qui est fait à la base par le producteur ou le fabricant ou le laboratoire de compléments alimentaires, parce que, en effet, le fait de ne pas mettre d'additifs du tout, ça implique des coûts beaucoup plus élevés et c'est un choix aussi dans la fabrication des compléments alimentaires. C'est pour ça que donc, on retrouve parmi les laboratoires qui n'utilisent pas du tout de compléments, d'additifs alimentaires dans les compléments alimentaires, on retrouve quasiment très très peu de laboratoires qui font ça parce que c'est très coûteux et ça implique beaucoup de choses, pas uniquement sur le plan financier, mais sur le plan aussi de la technologie, de comment on fabrique aussi sur le plan scientifique, etc. Donc, c'est sur le plan technique, ça implique un savoir-faire un peu particulier qui est difficile à trouver et aussi un aspect ou un investissement financier assez important. Donc, il y a toute cette logique autour des additifs alimentaires qu'il faut comprendre, et puis également le fait que on a très peu d'études, je dis bien très peu d'études qui sont faites sur la nocivité des additifs alimentaires. Il y en a quasiment pas d'études sur l'humain par rapport aux différents additifs alimentaires. Par contre, on a certaines études chez l'animal. Et l'argument ici qu'on utilise en général, c'est de dire, OK, il n'y a pas d'études sur la nocivité de tel additif, donc cet additif devrait être autorisé. Or, il faut en réalité poser le problème inversement. Il n'y a pas d'études sur la sécurité d'additifs, donc il faut attendre et ne pas l'utiliser jusqu'à ce qu'on valide qu'il est safe, qu'il est sécuritaire. Donc il y a aussi cette logique également qu'il faut bien comprendre. Et donc là, si vous prenez n'importe quel produit sur le marché, comme ça,
au hasard, pêle-mêle, vous avez plus de 90% ou 95% de chances de tomber sur un produit ou un complément alimentaire qui contient plusieurs additifs même. Donc, c'est une nécessité si l'on fait certains choix et surtout quand il s'agit d'un laboratoire, d'un gros laboratoire où on fabrique des quantités importantes, où on a un rythme de production important, etc. Donc là, on peut pas faire le choix de ne pas utiliser des additifs. Par contre, quand il s'agit de petits laboratoires ou de laboratoires moyens, on peut à ce moment-là s'orienter vers des choix qui permettent de fabriquer des compléments alimentaires sans additifs, mais comme je l'ai dit, ça a des implications, il y a une responsabilité, il y a des choses à assumer derrière. Donc, comme d'ailleurs ce qu'on fait nous avec les laboratoires NRD, donc c'est les laboratoires NRD, il faut le dire, c'est parmi les très rares laboratoires qui n'utilisent pas d'additifs toxiques et très rarement des additifs non toxiques. Je pense qu'on en parlera dans une autre intervention sur ces additifs non toxiques. Oui, justement, est-ce que tu peux nous dire en fait à quoi est-ce qu'ils vont servir ces additifs? Pourquoi est-ce que certains labos s'en servent et à quoi est-ce que ça leur sert et pourquoi? Pourquoi Donc, les utiliser? ouais, il y a des additifs, en fait, il y a des rôles qu'on connaît plus ou moins, comme par exemple les édulcorants. Les édulcorants pour remplacer le sucre, pour avoir un goût sucré, mais ne pas mettre de sucre classique, de Mhm, saccharose, comme par exemple l'acésulfame de potassium, l'aspartame aussi. On a aussi une autre molécule qui combine les deux, l'acésulfame de potassium d'aspartame, qui est une molécule à part, un édulcorant à part. Donc ça, c'est assez connu par tout le monde parce qu'on les retrouve aussi, pas uniquement dans les compléments alimentaires, mais aussi dans les aliments ou les produits alimentaires light. mhm, Donc, on retrouve ces édulcorants. On a aussi des régulateurs d'acidité ou des régulateurs de pH comme l'acide phosphorique, le phosphate de potassium ou d'autres. On a aussi des conservateurs, le benzorette de sodium est l'exemple typique ici. On a des colorants. Parmi les colorants les plus utilisés actuellement, on a par exemple l'oxyde de fer, puisque l'oxyde de fer se présente sous trois formes, le rouge, l'orange et le jaune. Donc, ça permet d'avoir des couleurs différentes. On a aussi des émulsifiants aussi, qui sont assez importants dans la production aussi, comme les phosphates, certains types de phosphates, phosphate de disodium par exemple, ou le carbomère. On a aussi des stabilisants comme la prospovidone ou les polysorbates. Et puis, on a des agents de charge ou des anti-agglomérants comme par exemple d'autres types de phosphates, phosphate de calcium par exemple, ou autres. Donc, il y a d'autres rôles. En fait, l'idéal ici, l'objectif, c'est pas de citer et d'expliquer les rôles un par un, etc. C'est juste de faire comprendre aux gens que l'usage des additifs est fait dans un sens technique ou dans certains cas, quand on utilise une certaine technologie de production, quand on fait certains choix, on est mhm. obligé d'utiliser ces additifs malgré qu'ils soient toxiques et malgré aussi qu'ils ne soient pas reconnus par l'EFSA, par les autorités, même les différentes autorités des différents pays européens et occidentaux et qui ne soient pas reconnus comme toxiques ou qu'ils ne soient reconnus comme toxiques qu'à partir d'un certain dosage ou selon certains critères. Mhm. Malgré cela, on a toujours des données, même si c'est des données in vitro ou des données précliniques sur des rats ou sur des animaux qui montrent que ces additifs sont toxiques. Alors, quand il y a certains critères pour certains additifs, c'est reconnu comme étant toxique, mais à ce moment-là, si avec certains critères, ils sont toxiques, pourquoi avec d'autres critères ou pourquoi avec un dosage plus bas qui ne soit pas reconnu comme toxique? Donc, ça aussi, c'est à réfléchir parce que certains additifs sont utilisés aussi dans la fabrication du médicament. Donc,
je ferme très rapidement la parenthèse par rapport aux médicaments, mais c'est dans ce sens-là. Donc, il y a plusieurs dizaines d'usages et de rôles de ces additifs. Et ces additifs sont pas tous, en tout cas, mais une grande majorité des additifs sur les à peu près 1500 additifs qu'on a, 1500 additifs alimentaires dans lesquels on va retrouver à peu près une bonne vingtaine de pourcents qui sont utilisés pour les compléments alimentaires. Donc, une bonne majorité parmi ces additifs sont considérés, soit sont considérés comme toxiques par les autorités sous certaines conditions, soit ne sont pas considérés comme toxiques, mais en réalité, la réalité des choses et la physiologie et les quelques données qui existent montrent qu'ils ont une certaine toxicité. Donc, si je comprends bien, d'abord pour revenir à ce que tu disais dans un premier temps, dans les additifs, bon, il y a plusieurs choses. C'est un, pouvoir changer le goût parfois, de certains compléments ou aliments même. Hein. Deux, pouvoir changer la couleur. Tu parlais de l'oxyde de fer, on sait qu'il est utilisé Mhm. souvent pour donner une couleur qui paraîtrait plus agréable aux personnes. Et trois, il y a également, si je ne me trompe pas, arrête-moi si je me trompe d'ailleurs, l'aspect technique où effectivement, sur une plante qui va être plus grasse, pour la faire rentrer dans une gélule, une plante grasse étant par définition grasse, a beaucoup plus de difficultés à rentrer dans des gélules et que techniquement, si on met une sorte de talc dessus, hein, on va pouvoir faire beaucoup plus de production à l'heure, donc à la journée, donc on voit les échelles s'agrandir et effectivement, moi, pour travailler avec un laboratoire qui, NRD, hein, pour ne pas le citer, mais je pense que tout le monde le sait, qui fait vraiment hyper attention à toute cette partie-là, de ne pas rentrer dans la facilité des excipients, on sait que c'est quelque chose de vraiment important. Maintenant, est-ce que techniquement, est-ce que pratiquement, il y a des études qui nous disent que oui ou non, c'est bon ou c'est très mauvais? Pour les différentes études, et avant déjà de parler des études, moi j'aimerais bien présenter quelques types d'additifs parce que, qui sont Avec les plaisir. plus connus, les Ouais. plus utilisés. Comme tu le Mhm. disais tout à l'heure, tu parlais de l'oxyde de fer. L'oxyde de fer, par exemple, il fait partie d'une catégorie d'additifs ou d'excipients qu'on appelle les nanoparticules. Mhm. On n'a pas que l'oxyde de fer d'ailleurs, on a l'oxyde de silicium, l'oxyde de titane ou l'oxyde de titanium. On a d'autres types d'oxydes, donc pardon, le dioxyde de titane et le dioxyde de silicium et l'oxyde de fer. On a d'autres types d'oxydes aussi, comme l'oxyde de zinc, etc. Mais ceux-là, on ne les utilise pas comme additifs forcément pour les compléments alimentaires. Mais disons que ces trois-là sont les plus utilisés dans la catégorie des nanoparticules. Et ces nanoparticules, en fait, ils ont une législation, comme la plupart des autres additifs, ils ont une législation dans l'Union européenne qui considère que un produit ou disons une poudre, par exemple de dioxyde de titane, euh, pour qu'elle soit commercialisable et utilisable comme additif, elle devrait contenir moins de 3,2% de nanoparticules. Alors, c'est quoi nanoparticules? Ça veut dire tout simplement que ce sont des particules, des composants qui ont une taille ou un diamètre inférieur à 100 nanomètres. Donc, c'est la définition selon l'EFSA d'une nanoparticule, quelle qu'elle soit. Maintenant, si on reste toujours dans l'exemple du dioxyde de titane, donc effectivement, dans des substances ou des poudres qui contiennent du dioxyde de titane, si on prend cette définition en compte, donc moins de 100 nanomètres par particule, euh, bien entendu, on va trouver moins de 3,2% de nanoparticules de dioxyde de titane. Par contre, le problème qui se pose ici, c'est dans la définition même d'une nanoparticule, puisque cette définition, elle n'est pas fondée du tout d'un point de vue physiologique. D'un point de vue physiologique, une nanoparticule qui a la taille de 100 nanomètres, par exemple, ou 99 nanomètres, ou 90 nanomètres,
ou 110 ou 120 ou 130 nanomètres, il a exactement les mêmes effets physiologiques. Donc, si on pourrait, disons, redéfinir ou temporairement disons, la définition d'une nanoparticule, on pourrait dire, juste pour vous expliquer certaines choses ici, on pourrait dire qu'une nanoparticule serait inférieure, ou son diamètre serait inférieur à 130 nanomètres. Et si on prend compte cette définition, qui est une définition qui est fondée physiologiquement, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'on a plus de 40%, ou parfois même plus, de nanoparticules sur une poudre de dioxyde de titane, par exemple. Donc, on est très, très loin. On est à 11-12 fois plus de la norme de 3,2%. Donc, il y a des choses à comprendre ici et des choses à analyser et à discuter. Donc, je ferme très rapidement la parenthèse. Et donc, le problème des nanoparticules maintenant, comme le dioxyde de titane, dioxyde de silicium, l'oxyde de fer, et là, j'ai parlé du dioxyde de titane parce qu'on a beaucoup plus de données sur le dioxyde de titane que sur les autres nanoparticules, c'est que, justement, la définition législative, légale de nanoparticules n'est pas la bonne. Voilà. Donc, après, on pourrait discuter de la toxicité, etc. Donc, on a aussi, par rapport aux nanoparticules, ou en plus des nanoparticules, on a aussi les stéarates. Donc, les stéarates, c'est des dérivés de l'acide stéarique. On a le plus connu, le plus utilisé, c'est le stéarate de magnésium aussi, qui est utilisé comme émulsifiant épaississant. Là encore, on a des résultats de différentes études qui sont assez contradictoires. C'est vrai qu'on a des études chez l'humain qui montrent que l'acide stéarique aurait, je dis bien aurait, des effets intéressants sur la santé cardiovasculaire, alors qu'on a d'autres études qui montrent, d'autres études qui ne sont pas faites chez l'humain. Donc là, pour ceux qui ne savent pas la différence entre les différentes études, je vous invite à revoir l'intervention qu'on avait faite il y a quelques mois sur les études et les preuves scientifiques. Donc, le stéarate de magnésium, par exemple, les stéarates en général sont utilisés comme émulsifiant, comme épaississant. Et donc là aussi, on a certaines données contradictoires. On a aussi en plus les phosphates, qui est une autre catégorie d'additifs. Donc là, on peut parler par exemple de l'acide phosphorique, le fameux acide phosphorique qu'on connaît très bien, qui est utilisé dans les boissons gazeuses aussi, mais qui est aussi utilisé dans les compléments alimentaires. On a les polyphosphates aussi, le phosphate de potassium, etc., qui sont utilisés aussi comme des régulateurs du pH ou d'acidité, ou comme des agents tampons, ou comme des aromatisants ou autres pour aussi avoir, avoir suffisamment de froid dans le produit, ce qu'on appelle les cryoprotecteurs ou autres. Donc, on a aussi les polysorbates. Donc, des polysorbates, on en a plusieurs types. On a les polysorbates 20, 40, 60, 80, etc., dont les deux derniers sont les plus dangereux. Donc, les polysorbates 60 et 80, ou qu'on utilise aussi comme émulsifiant, stabilisant, dispersant, etc. Et comme autre exemple, on pourrait prendre quoi, par exemple? On pourrait prendre les sulfates. Là, disons, l'additif le plus utilisé, ou l'un des additifs en tout cas les plus utilisés et qui est toxique, c'est le sulfate lauryl, ou le sulfate de lauryl, qui est assez toxique, où on a différentes études qui, encore une fois, ne sont pas des études qui sont faites chez l'humain, mais qui restent toujours valables vu qu'on a très peu de recherches là-dessus. Donc, ce sulfate lauryl, pour que vous ayez une idée, il a des propriétés moussantes. C'est pour ça qu'on l'utilise pas uniquement dans les compléments, pas uniquement dans l'industrie agroalimentaire, mais aussi dans les détergents, dans les shampoings, dans les mousses de bain, des produits nettoyants du visage, etc., même dans des produits de lavage de voiture, etc. Donc, Rassure-moi, tu sais que je suis sur le territoire belge. Dans la bière belge, pour la mousse, il n'y en a pas. je pense qu'il n'y en a Ouais, pas. J'ai pas d'informations là-dessus. je m'arrête au je pense que non. Je pense que non. Je te laisse continuer, pardon.
Oui, donc je disais que après on peut en parler, on peut discuter de plusieurs autres types d'additifs toxiques, etc. Mais comme je l'ai dit ici, le but n'est pas de vous faire un exposé exhaustif, mais c'est juste de vous expliquer que pour une bonne partie de ces additifs, on a une toxicité avérée, voire discutable, ou des données qui sont contradictoires. Oui, voilà, et c'est intéressant parce que par expérience, je l'ai déjà fait, demander à quelqu'un de prendre ses différents compléments alimentaires et de retourner la boîte pour voir effectivement ce qu'on peut y retrouver. Je me souviens avoir reçu un échantillon de vitamine D où sur la face de la vitamine D, je voyais bien la molécule de la vitamine D et huile d'olive. En ouvrant le paquet, je m'aperçois que les perles d'huile d'olive sont noires. Donc, inévitablement, je retourne le paquet pour aller voir un peu ce qu'il y avait. Et pour quelle raison est-ce que ces perles sont noires, puisque uniquement de la vitamine D et de l'huile d'olive, ça ne devrait absolument pas être noir. Et là, je me rends compte que, marqué en tout petit, évidemment, le colorant, je ne sais plus combien, donc le colorant, couleur caramel, exactement le même colorant que dans le coca. Alors, ce qui est incroyable, c'est que tant qu'on vivra à nos latitudes, on sait qu'on a besoin de pas mal de vitamine D et que chaque jour, en pensant prendre quelque chose de bon pour la santé, on s'intoxifie un petit peu à la fois avec des additifs qui, à mon sens, n'ont pas lieu d'être si on travaille avec des produits de qualité. Voilà, donc là vraiment j'invite pas mal de gens à retourner les boîtes maintenant, comme quand on fait les courses au supermarché et qu'on achète des aliments, au plus la liste est longue, au plus il y a des questions à se poser. Et c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Si Oui. tu veux, c'est vrai ce que tu dis, parce que en réalité, pourquoi on prend des compléments alimentaires, et pour la majorité des gens en tout cas, pourquoi les gens s'orientent vers des compléments alimentaires, mis à part bien entendu des prescriptions chez des gens qui ont des carences ou des prescriptions médicales ou autres, mais on a de plus en plus de personnes en tout cas qui s'orientent vers des compléments alimentaires. Quand on dit des compléments alimentaires, c'est au sens large, hein, pas uniquement des vitamines et des micronutriments, mais il y a aussi les plantes, etc. Donc, pourquoi on s'oriente vers ces compléments alimentaires? Parce qu'on pense en réalité qui sont plus sains ou autres. C'est-à-dire, c'est une manière, en quelque sorte, on ne peut pas le dire là comme ça, mais on peut quand même le penser aussi, c'est une manière de se soigner, de prendre soin de soi, de prévenir certaines choses, etc. Mais en réalité, quand il s'agit d'un complément alimentaire de mauvaise qualité, et là, quand je parle de qualité, pas uniquement en termes d'additifs, mais aussi en termes de molécules, enfin, il y a des exemples. On peut prendre l'exemple de la vitamine B9, par exemple. C'est pas la même chose d'avoir de l'acide folique euh, comme B9 que Oui. d'avoir de la B9 de quatrième génération, du 5-MTHF ou du 5-méthylène tétrahydrofolate, qui est la forme bioactive. Donc là Mhm. aussi, ça rentre dans la qualité. Mais en plus de ça, si en plus de ça, on a des additifs, ça va créer l'effet inverse. Donc, on règle un problème et on crée d'autres problèmes ailleurs. Et là, si tu permets, je peux aussi donner quelques exemples par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure expliqué sur les nanoparticules, les polysorbates, les phosphates, etc. Comme par exemple, par rapport aux données, en tout cas qu'on a des données surtout qui sont faites sur faites sur des animaux, donc des études précliniques, voire dans certains cas des études in vitro. Le cas des nanoparticules, par exemple. On a des études, on a beaucoup d'études qui sont faites sur des rats, sur le dioxyde de titane, par exemple. Et dioxyde Mhm. de titane, dans ces études, qu'est-ce qu'elles disent? Il augmente l'inflammation silencieuse, donc l'inflammation générale, ce qu'on appelle dans les cas des obèses et du syndrome métabolique l'inflammation de bas grade. Il augmente ce type d'inflammation et il baisse l'immunité, la vraie immunité, c'est-à-dire les lymphocytes, l'activité des lymphocytes, l'activité des macrophages, l'activité des polynucléaires. Aussi, il augmente, et ça c'est une caractéristique des différents additifs toxiques, c'est une caractéristique commune, il augmente l'inflammation au niveau intestinal.
il perturbe le microbiote. Et pour le dioxyde de titane, et quand je dis le dioxyde de titane, c'est-à-dire tout nanoparticule confondu, puisque en fait, le problème, ce n'est pas dans la molécule de titane, c'est dans la taille de la molécule. Et donc, si on parle de dioxyde de titane ou dioxyde de silicium ou d'oxyde de fer, si on n'a pas des études sur dioxyde de silicium et l'oxyde de fer, on a aussi les études de dioxyde de titane et ça s'applique très bien sur les autres études puisque le problème, c'est la taille de la molécule. Là aussi, on a une influence sur l'ADN. Ça perturbe la transcription de l'ADN, ça perturbe aussi le fonctionnement des ARN messagers qui font la navette entre les gènes et la production des protéines. Pour ce qu'on avait cité tout à l'heure, donc les stéarates, vraiment les stéarates, si on prend l'exemple des stéarates, ce sont les additifs les moins toxiques. Mais malgré ça, ils produisent de l'inflammation intestinale, une perturbation du microbiote, une perturbation dans l'absorption de certains nutriments, notamment des nutriments hydrosolubles. Donc ça, c'est vraiment l'additif qui produit le moins d'effets toxiques. Après, on a d'autres additifs qui sont plus toxiques, comme les phosphates, par exemple. Le problème des phosphates, c'est que ça produit ou ça augmente l'apport en phosphate, puisqu'on en trouve partout, en fait. Il n'y a pas que dans les compléments, il y a aussi dans les aliments, dans les produits alimentaires, les boissons gazeuses, etc. L'acide phosphorique, on le retrouve quasiment partout. Et donc, là, ça agit plutôt comme un perturbateur endocrinien, puisque le fait qu'on ait des niveaux élevés de phosphate, ça augmente la PTH, la parathormone, et ça crée sur le long terme des lésions rénales, des lésions osseuses. À titre d'exemple ici, disons dans une étude, on a une référence. Si on augmente de 100 mg par jour le taux de phosphate ou l'apport en phosphate au-delà des apports recommandés, on a 9% de risque de fracture. 9% de risque de fracture pour chaque 100 mg de phosphate supplémentaire, donc, et qui provient de ces additifs. En plus, on a aussi des troubles cardiovasculaires, des troubles cardiaques comme l'épaississement du ventricule gauche ou autres. Donc, il y a plusieurs catégories d'implications du point de vue clinique et du point de vue métabolique, des implications nocives, néfastes de ces additifs, ou du moins ce que j'avais cité, les quelques additifs que j'avais cités, mais il y en a tant d'autres qu'on ne pourra pas détailler ici. Mais c'est juste pour faire comprendre aux gens que les additifs, ce n'est pas juste quelque chose qu'on met en plus et qui est là sans aucun effet, etc. Ce n'est pas nocif parce que les experts disent que ce n'est pas nocif ou autre. Non, c'est au moins discutable. Au moins, on peut discuter sur leur toxicité et sur leur nocivité. Sinon, pour certains, ils sont déjà toxiques et c'est avéré qu'ils soient toxiques. Merci. Alors, je prends les différentes questions que je peux trouver sur le profil Facebook. Donc, bonjour, par ordre croissant, pouvez-vous préciser les plus critiques à éviter? Alors, peut-être, plutôt que de citer les plus critiques à éviter, parce qu'on sait qu'il y en a quand même beaucoup, moi, je te poserai la question différemment, c'est quels sont ceux qu'on retrouve le plus régulièrement dans les compléments? Moi, je sais que j'ai en tête le polysorbate 80, par exemple, et le stérate de magnésium, mais peut-être que tu vas me dire que c'est les correct. nanoparticules aussi, dioxyde de titane, dioxyde de silicium, les oxydes de fer, ça c'est vraiment, l'oxyde de fer, c'est vraiment le truc, c'est-à-dire le truc gratuit. C'est-à-dire on met directement juste pour avoir une couleur, une belle couleur, comme tu l'as dit. C'est-à-dire, c'est pas, par exemple, c'est pas un agent technique très important. C'est pas un émulsifiant, c'est pas un correcteur d'acidité. On le met juste pour avoir une belle couleur, c'est tout. C'est comme les édulcorants aussi. On met juste pour avoir une couleur sucrée. Ah oui, ça va. Oui.
Ouais, donc un goût sucré, pardon. Et donc ce qu'on retrouve le plus, ben, il suffit juste de taper complément alimentaire et de regarder ce que vous trouvez. Et là, Mhm. vous avez enfin, une liste où certains additifs qui se répètent tout le temps. Mais on a déjà les nanoparticules. Et c'est d'ailleurs les nanoparticules qui posent le plus de problèmes. On a les stérates, comme tu l'as dit, stérates de magnésium. On a les phosphates, des différents types de phosphates. On a les polysorbates, surtout les Mhm. polysorbates 60 et 80. Et on a aussi les sulfates. On a tout ce qui commence par sulfate, non le sulfate lauride. Donc, ceux que j'avais présentés ici. Mais il y en a d'autres, Mhm. bien entendu. Voilà, merci. Alors, je regarde si nous avons d'autres questions. Chantal, j'espère que Chantal et Hélène, d'ailleurs, qui m'ont envoyé un message pour me dire qu'elles m'entendaient mal. J'espère qu'elles m'entendent mieux. J'ai poussé un peu le son de la voix, j'ai augmenté le son du micro, donc ça devrait ou ça aurait dû aller. J'espère. Alors, quelqu'un qui me dit santé, évidemment, puisque j'ai parlé de la bière. Pour Véro, qui me dit Cédric, tu bois du gluten? Oui, puisque je bois de la bière, mais non, puisque je bois une très bonne bière qui est sans gluten dont je vous donnerai le nom avec plaisir, puisqu'elle provient d'un de mes anciens villages. C'est la Bruneo. Elle est très, très bonne pour nos amis français qui cherchent une bière sans gluten. Et je pense que j'ai fait le tour des questions. Oui, apparemment, oui. C'est pas toujours facile parce que je ne les ai pas toujours en direct, les questions. Donc, et je maîtrise plusieurs. Enfin, je maîtrise. Bon, j'essaye de maîtriser, mais je suis avec plusieurs appareils, donc je fais comme je peux. Voilà, eh bien, merci beaucoup, Amine, pour cet exposé, pour cette explication. Alors, justement, tu en parlais tout à l'heure, mais je trouve que ça serait intéressant qu'on puisse parler la semaine prochaine des excipients, des bons excipients, parce qu'évidemment, on a parlé de ce qui était un peu négatif, et puis parler de négatif, c'est pas toujours sympa, surtout en ce moment, je pense qu'on en a assez. Si on pouvait parler un peu du positif, et oui, il y a des excipients qui sont importants et qui sont bons, enfin qui sont bons, qui ont leur importance en tout cas. Je te propose qu'on en parle la semaine prochaine, si ça va pour toi. D'ici là, mais à vous tous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et de ceux que vous n'aimez pas, faites comme vous voulez. Et voilà, bonne soirée, à très bientôt. Au revoir, Amine. Merci, très belle soirée. Au revoir. Salut.